C'est pas un oiseau qu'on entend souvent dans nos coins là. Ouais. Salut Dominique. Salut, il y a Salut. du monde qui vient? Et je pense que peut-être encore Priscilla ou Priscilla, je crois, oui, il m'a dit ce Sébastien matin. aussi qui avait réagi peut-être, je sais pas si. Priscilla, ouais, ce matin, elle avait D'accord. dit qu'elle. T'avais envoyé un mail à du monde ou t'avais invité comment? Ben, l'équipe des vendeurs du Florival, Ok, sachant que Sébastien et sa compagne Sébastien Albrecht en font partie, parce ouais. que bientôt eux ils seront sur le secteur du Florival, donc on a une équipe de travail là des vendeurs du Florival. Et puis j'ai invité aussi Laurent, voilà, pourquoi, va savoir. Parce que finalement c'est Laurent qui m'a parlé de toi Dominique, en me disant Dominique il peut être ressource par rapport à l'investissement locatif, voilà. Donc, Ok. Eh ben, c'est super. Moi, j'ai pas envoyé d'invitation en fait parce que je me suis dit, je vais déjà répondre à tes questions et puis aux questions des gens présents. Et puis ensuite, je pense organiser une formation en ligne la semaine prochaine en fonction de ce qui ressortira de notre échange. Sachant que ce que j'avais dit, c'est qu'il existe une formation que j'ai abordée il y a quelques mois. Tu étais là, Laurent, à la formation. C'était les bases de l'investissement locatif et c'était… J'y étais. Ok. Les C'était bases de le. Attends, l'investissement locatif, c'était si je dis sous pas de l'angle… bêtises, c'était le 5 Le 5, novembre. 5 novembre, ouais. L'idée, au départ, c'était montrer sous quel aspect on pouvait intéresser nos clients vendeurs et comment, plutôt que vendre une maison ou un appartement pour de l'habitation, on pouvait changer et reformuler les annonces pour les proposer en tant que bien d'investissement. Ça ne se prête pas forcément à tout, mais c'était sous cet aspect-là qu'on avait fait cette formation. Après, cette formation, on va la refaire. C'est sous l'aspect des vendeurs. On ne va pas la faire en entier là parce que c'est super long. C'était 3 heures. Hein. Quand j'ai le diaporama, en fait, c'est super long. C'est balèze. Par contre, c'est voir comment je peux faire une formation sous l'autre angle qui serait l'investissement locatif pour les nuls. Bon, même si là, les bases de l'investissement locatif, c'était pas mal. Mais ça serait une formation, ça serait 2 formations complémentaires parce qu'elles sont abordées avec un angle différent. Voilà, on va voir. Donc, au départ, il y avait une question d'Adeline qui était laquelle? Je te laisse reformuler tes questions et tes recherches. Quelqu'un m'a interpellé là récemment. Pour situer, c'est une personne qui a un petit pécule suite à un héritage et qui se dit pourquoi pas, plutôt que de le laisser sur un compte en banque, c'est quelqu'un qui a déjà payé sa maison, son habitation principale, hein, qui a fini de la payer, donc, et qui n'a pas de besoin particulier au niveau de… Voilà. Et donc, elle souhaitait placer judicieusement son argent et plutôt que de le laisser sur un compte en banque, elle pensait acheter un bien à mettre en location. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour l'instant dans le domaine. Ouais. Et voilà, et qui cherchait vraiment à se faire accompagner et conseiller. Donc, moi, je me suis pas trop avancée sur mes possibilités par rapport à ça. Mais disons que je me suis dit que durant ce contexte, la coronavirus, ça serait pour moi l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et voilà, peut-être de proposer à la personne de cheminer avec elle, quoi, hein, sous forme d'un mandat de recherche, évidemment, quelque chose qui soit cadré quand même. Voilà.
Merci. Sachant que ce que je veux dire, c'est que j'aurais, dans le cadre d'un mandat de recherche, un client qui n'est pas très exigeant, qui n'a pas un calendrier super précis, qui a pas, mais qui, voilà, et c'est vrai que finalement, il cherche un accompagnement un peu atypique. Moi, ça pourrait être une occasion pour moi de coup, me former un peu en parallèle. Donc, c'est pas quelqu'un qui est un investisseur déjà conscient de ce qu'il cherche vraiment. Lui, c'est simplement qu'il faut que ça corresponde à son budget et puis que ça puisse être mis en location tout en lui rapportant quelque chose. Quel est son budget? Il a une épargne de 60 000 € et il cherche un bien aux alentours de 150 000 € parce qu'il ferait un petit prêt, enfin un prêt, sachant qu'il n'a pas d'autres prêts actuellement en cours. D'accord. Ok, merci le coronavirus. du coup, ça laisse du temps pour faire des formations. Ok. C'est quelqu'un que tu connais? Non, c'est quelqu'un qui avait trouvé ma publicité et qui m'a contacté. Donc, j'ai pris le temps quand même de le rencontrer pour savoir ce qu'il cherchait. J'ai évoqué avec lui la possibilité d'un mandat de recherche. Et bon, pour l'instant, il est, voilà, il est ouvert. Je dois revenir vers lui avec plus d'éléments, quoi. Ok. Tu sais, on a parlé au débriefing de vendredi, on a parlé de QQCP. Dans le QQCP, on demande toujours à nos clients potentiels quelles démarches ils ont déjà effectuées. Parce que moi, ce qui m'intéresse de savoir quand quelqu'un m'appelle en disant écoutez, j'ai eu votre publicité, je suis intéressé par ce que vous proposez, je cherche à investir. Pourquoi est-ce qu'il m'a attendu pour ça? Donc, je pose toujours la question, mais Oui, ok. où en êtes-vous dans votre démarche? Pourquoi je pose la question? Parce que ça va permettre de qualifier sa recherche pour savoir si c'est sérieux ou pas. Ouais, Maintenant, c'est ça. indépendamment du sérieux ou pas, tu l'as dit Ouais. justement, c'est l'occasion pour toi d'apprendre. Donc, Oui. même si lui ne va pas jusqu'au bout, ça va te permettre d'affûter tes crayons. Ça, c'est sûr. C'est ce que je me dis, oui. Mais ce qui est toujours important, c'est vraiment qualifier les recherches de nos Oui. clients ou de nos contacts pour savoir, Oui. pour savoir si on va s'épuiser ou pas. Quelles sont les démarches qu'il a déjà effectuées? Donc, ça, c'est une question à poser à tous les contacts, hein. Où en êtes-vous dans vos démarches? Ah ben, je suis tout au début. Il peut y avoir des personnes qui disent ben, moi, j'ai déjà visité. Ça m'est arrivé lorsque j'ai vendu une maison d'habitation. Un couple qui disait ça fait 3 ans qu'on fait des visites et c'est la 39e maison qu'on visite. Bon, ok, ça m'a permis de me dire que de toute façon, ils étaient indécis, ils ne décideraient pas. Et ils m'ont dit si la maison ne nous plaît pas, on arrête et puis on reste locataire. Et puis ils sont arrivés, la maison leur plaisait. Donc, j'avais rien fait non plus dans ce sens. Tu peux pas forcer la main des gens qui ne sont pas décidés. Donc, il faut toujours comprendre quelles démarches ont déjà été effectuées. Ça, c'est une chose. D'accord. À partir de là, mandat de recherche. Dans le mandat de recherche, ce qui est important, c'est savoir ce que les gens recherchent. Ce n'est pas le mandat. Parce que s'ils cherchent à investir, on a déjà ce qu'il faut. Et c'est sûr. Si c'est pour de l'investissement. Et on va creuser la question. Alors, on va déjà voir, par exemple, je vais partager mon écran. Hop, partager mon écran. Ce qu'on a, nous, qui est disponible à la Fourmi Imo. Vous voyez mon écran? Oui. Okay. Ouais. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on a en portefeuille dans le budget indiqué par le client. En termes de lieu, quel est son périmètre de recherche? Entre Burnopt et Guebwiller. Bien. Ça, c'est important parce que c'est déterminant. Parce que donc, ça va nous permettre de regarder ce qu'on a déjà. Sachant que j'imagine que s'il n'a entrepris aucune démarche jusqu'à présent, il n'est pas forcément décidé, il ne va pas forcément se décider comme ça.
tout de suite. Donc, c'est-à-dire que ça va vraiment t'aider toi à progresser dans ta formation et dans ta recherche. Parce que pour que lui se décide à acheter, il faut vraiment comprendre sa démarche. Parce qu'il peut très bien aller voir sa banque, aller voir le crédit mutuel, comme c'est souvent le cas, dire voilà, j'ai un budget de 60 000, j'ai 60 000 euros d'apport, je veux emprunter 150 000 euros. 150 000 euros, c'est le budget global ou c'est en incluant les 60 000 ou c'est en plus des 60 000? Non, c'est en incluant les 60 000, oui. D'accord, ok. Donc, ce qui est important, c'est vraiment creuser en lui posant des questions, tout simplement, sa recherche. Parce qu'à partir du moment où il va aller voir son crédit mutuel, actuellement, c'est sûr, le livret ne rapporte rien. S'il va voir le crédit mutuel, ils vont lui proposer des programmes à acheter neufs, d'autant plus s'il paye des impôts. Parce que s'il paye des impôts, ils peuvent lui dire, bah, écoutez, là, on va vous vendre un programme, ça va vous rapporter 3%, et en même temps, vous ne payerez plus d'impôts. Pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas de notion, c'est souvent la solution de facilité. Ouais. Parce qu'il a de l'épargne et ils vont même lui proposer de garder l'épargne, de la placer et d'emprunter 150 000 euros tout en conservant les 60 000 euros d'épargne. Je te dresse la situation globale. Ce n'est pas sûr que ça se passe comme ça, mais c'est pour ça que c'est bien important c'est important de bien comprendre où il en est. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs possibilités à l'investissement locatif où tu as 100 000 euros, tu dis je vais acheter un appartement à 100 000 euros, je vais le louer, et ça va me rapporter plus qu'un livret. Bon, ça c'est sûr. Maintenant, l'investissement locatif en tant qu'investisseur est intéressant à partir du moment où on emprunte l'argent qui sert à financer le bien. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont très bas, ils tournent autour de 1%, 1 ou 1,5%. Et c'est plus intéressant d'emprunter la somme, l'intégralité de la somme qui est nécessaire à l'investissement, sachant que en louant l'appartement, par exemple, s'il achète un appartement, s'il loue un appartement, il va pouvoir encaisser un certain montant qui va suffire à couvrir son prêt. Alors, on va aller dans le concret parce que là, ça, c'est la théorie. Mais juste que vous compreniez le schéma, et puis après, on peut détailler. Alors, on va regarder, par exemple, ce qu'on a chez nous. Donc, entre Burnopt et Guebwiller, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Cernay. Cernay, c'est au milieu? Cernay au milieu, tu fais Cernay, 20 bords de Cernay, c'est bon. Allez, on va mettre Cernay et 20 km autour. Donc, 20 km autour, j'enlève l'écran, voilà. Ah, il y a ma maison. C'est pas le même budget. Alors, Cernay, 20 km autour, type de bien, on va chercher un appartement parce que pour la location, l'avantage d'un appartement, un petit appartement, on va pouvoir trouver des petites surfaces alors que les maisons, ça ne va pas être évident de trouver des petites surfaces. Petites surfaces, pourquoi? Par rapport au prix. Parce que si je regarde la maison que vend Laurent à 250 mètres carrés, à 495 000 euros, peut-être qu'elle les vaut, mais ce n'est pas le bon plan pour un investissement locatif. Au même prix, il vaudrait mieux avoir deux maisons de 125 mètres carrés. Ça permet d'avoir deux loyers qui rentrent. C'est toi qui as fait les photos ou c'est Sébastien? Laurent? Alors, normalement, c'est écrit dessus. Ah ouais, c'est exact. Ok. Ouais, elles sont belles. Hein. Ouais. Ok. Alors, on revient en arrière. Alors, Cernay, à 20 km de Cernay, type de bien, appartement, prix, honoraire inclus. On va rechercher entre 60 000 euros, parce que ça, on pourrait estimer qu'ils puissent le payer au comptant, même s'il n'y a aucun intérêt. Jusqu'à 150 000 euros. On va aller jusqu'à 160 000 euros dans la recherche. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des biens à 160 000 euros et sur lesquels on puisse négocier 10 000 euros. Donc, ça serait dommage de passer à côté sous prétexte à 5 000 euros près. Donc, on fait déjà une première recherche pour voir ce qu'on a. Et là, on n'a pas besoin de mandat de recherche. D'abord, c'est voir ce qu'on a. Parce que le mandat de recherche, on va y venir. On va en parler tout à l'heure du mandat de recherche, s'il y a un intérêt ou pas. Mandat. Ça, c'est la part que j'ai vendue.
Laurent est parti. Trop fort, bravo. J'ai pas fait grand-chose, mais c'est les seuls biens qui ils apparaissent là. Et tu l'as vendu combien cet appart? 117 500. Ah ouais, quand même. Ah, c'est cher à Cernay, hein. Alors, bon, ce qui est vendu, évidemment, ne nous intéresse pas. Voilà. Appartement, terrasse, Ouffols, résidence 2006. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour le garder en réserve. Il y a beaucoup de choses vendues. Compromis en cours. Celui-là, il avait l'air chouette. Vendu, vendu, vendu. Ça veut dire qu'on a régulièrement des choses à vendre dans ce secteur. Ça, c'est bon à savoir. Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il cherchait entre Burnopt et Guebwiller? Il veut. Ah ouais, bonne question. Non, j'ai pas la réponse. J'ai cru comprendre, mais je n'ai pas confirmation qu'il avait souvent des déplacements et des gens qu'il connaissait dans le secteur du Florida. D'accord. Bon, là, Mais j'en vois un Kingersheim qui a l'air j'ai pas pas mal. clarifié. Mulhouse, non. Bon, Kingersheim, ce n'est pas sur le secteur. Hein. Fastat non plus. Mais allons voir. Mulhouse, on va l'éviter. Ça, c'est Mulhouse. 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 Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Il y a plein Sinon, d'appartements. tu peux réduire à 15 km hein, pour pas éviter une news peut-être. Ouais, mais de Le toute rayon. façon, même si tu l'évites pas, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas sélectionner les annonces. Ouais. Parce que tu vois, là, même 14 km, on est à Mulhouse. Hein. 14 km, c'est indiqué là aussi. 14 km. Ensisheim. Alors, est-ce que Ensisheim, ça peut l'intéresser? Je vais l'ouvrir dans un En tous nouvel les cas, on onglet. peut l'inclure dans la simulation aujourd'hui. Ouais. Ouais. Lautenbach, ça c'est juste au-dessus de Guebwiller. On va voir. Ouais. Marie disait qu'il était intéressant pour être mis en location son appart à Lautenbach. D'accord. Ok. Donc, on en a énormément et on en a vendu énormément. Donc, ça veut dire que c'est un secteur qui est demandé. Alors, maintenant, on va les éplucher. Alors, premier, appartement terrasse, Ouffols, résidence 2006. On va regarder les photos. Alors, je me demande si ce n'est pas un appartement qui est en location. Bon, on va regarder. Là, il est chargé. Hein. Alors. Donc, ça, c'est du récent, vu la salle de bain. C'est Virginie. Alors, qu'est-ce que ça dit? 68 000 €, 33 mètres carrés. 68 000 €, charmant appartement, terrasse d'une surface d'environ 33 mètres carrés, au premier étage d'une résidence de 2006. Lumineux fonctionnel. Il a 2 places de parking privatif, dont une en sous-sol, deuxième en extérieur. Proche de Cernay. Bon, ben, ça peut être une solution, ça peut être une idée. Et il est où? Il est à Ouffols, à savoir si Ouffols l'intéresse. Donc, quand c'est comme ça, déjà, là, tu as un appartement qui potentiellement peut rentrer dans ces critères, sachant qu'il est à 68 000 €. Lui, il a 60 000 € d'apport et il envisage d'emprunter 150 000 €. À 68 000 €, il peut en acheter 2. Il peut en acheter 2, sachant que là, c'est un appartement une pièce, a priori. Non, 2 pièces. Ça va se louer 450 € environ. 450 € hors charge. S'il en achète 2, ben on double. Hein. Alors, le calcul qu'on va faire, alors je ne sais pas si je peux faire des dessins en live. Je vais essayer avec PowerPoint. Non, PowerPoint, je ne pourrais peut-être pas. Comment je peux faire? Parce que là, il me manque le paperboard pour montrer de façon vivante. Si je fais comme ça, je dois avoir un moment. Ouais, génial, on voit ton écran. Un crayon, ouais, mais je vais pouvoir écrire un dessin. Non, insertion. Sinon, je vais le faire oralement, mais c'est moins génial. Insertion, image, tableau. Non, je ne sais pas comment faire des dessins.
Alors, je ne vais pas faire de dessin. C'est dans peut-être forme libre. Si tu vas dans forme libre, tu n'as pas une option. Ouais, mais c'est des formes toutes faites, à moins que… Ah, peut-être avec ça. Ah ouais, Ouais. exact. Alors, c'était forme. J'avais pris cette forme-là et je voudrais Ouais. épaissir le crayon. Je ne sais pas si je peux l'épaissir. Ah, peut-être. Ici, c'est peut-être plus épais. Non, ça, c'est pas libre. Non, c'est pas libre. Celui-là, ok. Comment on calcule la rentabilité d'un bien? Donc là, il y a un appartement à 68 000 euros. Oui. Ouais, bon, bah, Marche. ça va être dur. Hein. Ça va être difficile. C'est dur. Ouais, non, ça va pas aller. Alors, je vais prendre mon ancien diaporama pour expliquer comment on calcule la rentabilité. Mais ouais. Voilà comment on calcule le rendement d'un bien. Ouais, Laurent? Non, je pensais que tu aurais pu prendre un fichier Word et puis taper dessus, quoi. Des chiffres ou je sais pas. Ouais, mais à ce moment-là, ça existe déjà. Je voulais le dessiner, si tu veux, comme si c'était au Paperboard. Ah oui. Donc, comment on On va pas faire calcule, un truc gros, quoi. c'est ça, comment on calcule le rendement d'un bien? Donc, le rendement brut, c'est le loyer mensuel x 12. Loyer mensuel x 12, donc je dis là, un 2 pièces à 450 euros par mois. Alors, comment savoir à combien on peut le louer? Il faut regarder ce qui se pratique dans le secteur. On va regarder. Hein. Donc, si on fait 450 euros x 12, ça fait 5 400, d'accord? On le divise par le prix de revient. Le prix de revient, c'est 68 000 euros hors frais de notaire, d'accord? Donc, si on fait… Alors, bon, évidemment, là, l'exemple, ce n'est pas la même chose. Là, c'était un exemple. 500 x 12 égale 6 000. Qu'on divise par 100 000, c'était notre exemple. Donc, si on fait 5 400 divisé par 68 000, 68 000, toc, 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 fois 100, ça nous fait un rendement brut de 7,94%. Hein, avec ce 2 pièces loué à 450 euros par mois et acheté 68 000 euros. Donc, ça lui fait un rendement de 7,94%, ce qui est excellent par rapport à la banque. Ouais. Alors maintenant, ça ne va pas être du net. De ce loyer mensuel, il va falloir retirer la taxe foncière parce que la taxe foncière, il va l'encaisser, il va devoir la reverser. Donc, on considère, pour faire une simulation, que la taxe foncière, ça correspond souvent à peu près un mois de loyer. Maintenant, si on regarde, peut-être qu'elle est indiquée. Si je vais là-dessus, la taxe foncière est indiquée. Tu vois, c'est moins d'un mois de loyer, c'est 318 euros. Excellent. Ouais. Donc, si on fait 5 400, c'est le loyer annuel, moins 318 euros. On va également retirer 10% qui correspondent à de la gestion locative en considérant qu'il ne s'en occupe pas lui-même, mais que ça va être magestionlocative.com qui va s'en occuper, par exemple. Donc, ça ne sera pas 10%, mais ça donne une approximation. Hein, ça sera forcément moins que 10%. Et avec 10%, c'est un maximum. On sait qu'il ne sera pas déçu. Donc, 5 400, 10%, ça fait 540, d'accord? Donc, on a enlevé déjà la taxe foncière. Donc, on est à 5 082. On enlève encore 540 euros qui correspondent à la gestion locative. Donc, on arrive à un loyer net annuel de 4 542 euros. On va diviser toujours par les 68 000 euros. Mais les 68 000 euros, ce n'est pas le prix tout seul. Lui, il va devoir également payer les frais de notaire. Ouais. Ça va toujours? Oui. Donc, en fait, je vais essayer de faire comme ça. Je vais l'écrire. Loyer mensuel égale 450 euros. Taxe foncière égale 318 euros. Donc, loyer annuel égale 5 400 euros.
moins taxe foncière 318 €, moins gestion locative, donc 10%, 540 €. Ça nous donne un loyer net annuel de 4 542 € net. Desquels, vous voyez plus ma caméra du coup. Mais oui. Et donc le prix d'achat, c'est 68 000 €. Oui. Auquel on va ajouter les frais de notaire, plus frais de notaire. Oui. Les frais de notaire, on va calculer 8% à peu près. Donc 68 000 plus 8%, qui sont 5 440 €. Il va avoir un prix d'achat total de 73 440 €. Donc un loyer net 4 On 500. n'a pas la caméra. En fait, je ne vois pas ce que je montre parce qu'on est sur Zoom, donc j'ai pas de Ouais. retour. Parce que sur… ah si, je peux voir le retour. Voilà. Donc loyer net, 4 542 € par an. Ben, on Prix ne voit toujours d'achat, pas. prix Non, moi d'achat, non plus. On ne voit pas encore. vous Ça voyez marche pas la pas. feuille ou c'est parce que c'est Non. trop loin? Non, mais C'est trop loin en fait. on voit Enfin, toujours ton écran. Le PowerPoint. Ah, ok. On voit ton PowerPoint. On ne voit pas ta feuille. Au départ, Là, il faut que tu parles. Là, vous Oui. voyez, voilà, là, ça va mieux, on te voit. Ouais. ouais, là, vous voyez ma feuille. Ouais. Je crois que je peux prendre la priorité. Ah, voilà, c'est bon. Vidéo en vedette. Hop, Parfait. voilà. Ah, Priorité. génial. super. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok, Alors, ouais. pour avoir le rendement net, on va diviser le loyer net par le prix d'achat, frais de notaire compris. Donc, Ouais. on fait l'opération. 4 542 divisé par 73 440 fois 100, on arrive à un rendement net de 6,18%. Ce qui est très bon. D'accord? Alors maintenant, toute la difficulté est la suivante. Et là, c'est du commercial. Quand on arrive à avoir des rendements comme ça avec des locations qui sont très bonnes, qui sont des très bons rendements, en fait, on se retrouve face à des clients qui disent « Ah ouais, ok, j'ai compris comment ça marche. » Et du coup, au lieu d'avoir du 6% net, ils vont viser du 7, du 8 ou du 9%. Ils ne vont jamais se décider. La difficulté est là, c'est que souvent, ils ont du mal à se décider parce qu'une fois qu'ils ont compris la mécanique, ils deviennent trop gourmands. Moi, je dis à ce tarif-là, j'achète et j'en achète 2. Parce que du coup, il va encaisser une fois 4 542 € de loyer par an, plus une deuxième fois. S'il achète donc deux pièces qu'il loue à 450 € par mois, et ça, c'est tout à fait faisable. Il peut peut-être même viser le 500 € par mois. Il peut très bien acheter un 4 pièces, il ne va pas le louer le double. Le 4 pièces, il va le louer 750 € par mois. Donc, avec 150 000 €, il peut acheter un 4 pièces ou deux pièces, par exemple. OK ? Et maintenant, l'opération la plus intéressante qu'il puisse réaliser, c'est garder ces 68 000 € d'apport et les placer auprès de sa banque parce que sa banque va insister pour que l'argent, il le place chez elle et elle va pouvoir lui proposer ce qu'on appelle des SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier. Des SCPI qui sont de l'investissement immobilier, mais sur papier. C'est un placement. On ne touche jamais la pierre. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui investissent dans des bureaux, dans des commerces, même si à l'heure actuelle, ce n'est pas le bon plan, hein, c'est du long terme. Et donc, nous, on achète des parts de ces sociétés et puis on est rémunéré sous forme de dividendes. Je vais vous montrer un exemple. Je repartage mon écran. Hop.
Là, on est dans les notions, hein, on est d'accord, on aborde des notions générales. C'est important de comprendre ce que c'est un rendement. Là, je vais vous montrer ce que c'est une SCPI. SCPI. Société civile de placement immobilier. Voilà. Une société civile de placement immobilier est une structure d'investissement de placement collectif. Ça existe depuis 1964. C'est souvent des baux commerciaux et ça correspond à un patrimoine professionnel. C'est comme si tu achètes des parts d'un bureau ou des parts d'un hôtel et tu es propriétaire des murs et l'exploitant va te verser un loyer. Sauf qu'au lieu d'être tout seul, en fait, vous investissez dans une société dans laquelle il y a des centaines ou des milliers d'investisseurs qui donnent aussi des parts. Donc, les SCPI, à l'heure actuelle, ça rapporte entre 4 et 6%. C'est pareil, ce n'est pas net d'impôt, c'est avant impôt, hein, mais ça sera toujours plus que ce que va rapporter un livret bancaire. Je regarde SCPI voisins. Investir dans l'immobilier autrement. Centrale des SCPI, voilà, ça c'est bien. Centrale des SCPI, ils font sur la centrale des SCPI, ça permet de voir toutes les SCPI qui existent et ce qu'elles rapportent, quel est le prix de la part. Donc c'est juste pour dire, là par exemple, il y a une SCPI qui s'appelle Épargne Pierre qui a apporté en 2019 un rendement de 5,85%. OK ? Vous voyez mon écran là. C'est un rendement de quel type, hein? C'est-à-dire ? C'est rendement brut ou rendement… Brut, c'est toujours brut. Toujours brut, hein. Alors attention, alors ça c'est brut avant impôt. C'est-à-dire que par rapport au calcul d'avant, attention, c'est un rendement net. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de taxe foncière à déduire, il n'y a pas de frais de notaire à ajouter, la gestion locative est déjà déduite et les frais de gestion sont déjà déduits. Attention. Donc c'est un rendement net avant impôt. Là-dessus, il n'a plus que ses impôts à payer. Donc s'il n'est pas imposable, il intègre ce montant à ses impôts. Il ne payera pas d'impôt à part la CSG RDS, à part la CRDS, je crois. Ouais, CRDS, toujours. S'il paye des impôts, il intègre ce qu'il a gagné à sa déclaration de revenus. Par exemple, s'il place 60 000 €, c'est un exemple, hein, ces 60 000 €, il les place à 5%, fois 5%, ça lui fait donc 3 000 € qui va toucher de rendement annuel. Ces 3 000 €, il va l'intégrer à ses revenus et il va payer des impôts uniquement sur les 3 000 €, pas sur les 60 000. On ne paye que sur ce qu'on gagne, hein, pas autrement. Là, je pense qu'on est déjà beaucoup dans la technique, hein. On va voir les autres appartements de la sélection pour voir s'il y a autre chose. Alors là, c'est un appartement à Kingersheim. Alors Kingersheim, moi je vois où il est. Il est juste à la limite de Bourg-Suiller. Si j'ai un client qui me dit je cherche à investir entre Burnhaupt et Guebwiller, je ne lui propose pas. Ou alors en connaissance de cause, mais ça ne correspondra pas. Je sais où est cet appartement. Il est dans l'endroit le moins cher de Bourg-Suiller parce qu'il est place du rattachement. Donc celui-là, personnellement, je l'oublie. Ensuite, là, il y a un appartement à Fastat. Pareil, 2 pièces, 66 000 €. C'est à peu près le même prix que l'autre à 68 000 €. Il est parc Denis-Ferrier, donc c'est très bien. La taxe foncière est à 375 €. On peut refaire les mêmes calculs qu'avant. On va arriver à des rendements similaires. OK ? Ensuite, un autre à Ensisheim. Alors là, par exemple, là, on a un appartement, 3 pièces. Donc, il y a une pièce de plus. Il fait 70 mètres carrés, donc il est plus grand. Il fait 150 000 €. D'accord ? La taxe foncière, vous voyez mon écran, hein ? La taxe foncière, c'est 1 261 €. Là, c'est plus qu'un loyer annuel, un loyer mensuel. Parce que 150 000 € à Ensisheim, on va le louer, allez, 600 ou 650 €. Alors, si je refais le calcul comme avant, 650 €, ce qui, à mon avis, est déjà bien, fois 12, on arrive à 7 800 € annuels.
qu'on va diviser par 150 000 euros, ça va nous permettre d'avoir le rendement brut. On est à 5,2%. Et si on passe en rendement net, donc on va prendre 650 euros fois 12, ça fait 7 800 euros de loyer annuel. On va enlever 10%, donc 780, qui correspondent à la gestion locative. On va enlever la taxe foncière, 1 261 euros. Donc, on va arriver à un loyer net de 5 759 euros. Sur les 150 000 euros du prix de l'appartement, on va ajouter des frais de notaire. Là, à ce stade-là, ça va être du 7,5%. Donc, 150 000 euros fois 7,5%. Ça fait 11 250 euros. Ça nous fait un prix d'achat total de 161 250 euros. On est d'accord? Si on divise le loyer net annuel, 5 759 euros, 5 759 euros, par 161 250 euros, divisé par 161 250 euros, on arrive à un rendement net avant impôt de 3,57%. Là, c'est plus tellement intéressant. En tout cas, c'est 2 fois moins intéressant en termes de rendement qu'avec deux pièces qu'on loue quasiment au même prix. Ça va pour le raisonnement? Ouais, super. Ça suppose d'aller… en fait, il faut que vous vous exerciez à faire des calculs. Je vous laisserai le faire là, avec l'appartement de Marie à Lautenbach. Effectivement, vu le prix et la surface et le nombre de pièces, ça me paraît immédiatement intéressant pour faire de la location. Si je regarde un appartement qui a l'air rénové, il y a Lautenbach. Il est à 76 000 euros. Donc, d'un point de vue du prix, ça paraît correct. La taxe foncière, 270 euros par an, ce n'est pas très cher. Maintenant, on va faire un autre exercice, c'est voir à combien on peut le louer. Alors, on va aller sur Le Bon Coin. Hop, Le Bon Coin. On va regarder ce qui se loue à Lautenbach. Donc, Le Bon Coin, catégorie. D'abord, on va déterminer le lieu. Donc, on va chercher Lautenbach. Lautenbach Zell. Non. Il n'a pas pris. Toutes les communes 68 610. Et Lautenbach Zell. OK. Donc, catégorie, on recherche en immobilier des locations. D'accord? Location immobilière. Il n'a pas gardé la région, c'est pénible. Ah, si, là-haut. Donc, il met 6 résultats. 6 résultats. Là, on a un appartement 4 pièces, 73 mètres carrés qui est loué à 640 euros par mois. D'accord? Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? 640, non, je n'avais pas donné de montant de loyer pour Lautenbach. Non. Disons, on va regarder combien on peut louer. Lautenbach, on est ici, il y a 51 mètres carrés. Et là, on a une location 73 mètres carrés à 640 euros. Ça me paraît correct. Là, il y a 2 pièces, 43 mètres carrés, 410 euros. Donc, on va regarder le prix moyen de la location au mètre carré. Donc, on a 640 euros pour 73 mètres carrés. On a 410 euros pour 43 mètres carrés. On a 715 euros pour 115 mètres carrés. 402 euros pour 44 mètres carrés. 466 euros pour 48 mètres carrés. Ça, on peut le faire quand il n'y en a pas beaucoup. 500 euros pour 85 mètres carrés. Donc, en calculant le prix moyen du mètre carré, là, on va arriver à un prix moyen du mètre carré à Lautenbach. 640 divisé par 73, ça fait 8,76. 410 divisé par 43,
ça fait du 9,53. 715 divisé par 115, on arrive à 6,21. 402 divisé par 44, on arrive à 9,13. 466 divisé par 48, on arrive à 9,70 et 500 mètres carrés divisé par 85, on arrive, non 85, c'est pas juste, 500 divisé par 85, on arrive à 5,88. Ah, Ah bah oui, là c'est vraiment pas cher, c'est 85 mètres carrés. 85 mètres carrés loués à 500 €. Bon, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas tout le confort, hein, si on regarde. Parce que là, c'est vraiment pas cher. Bon, au niveau des photos, ça a l'air correct. Il y a du double vitrage, il y a une cuisine. 80 et 500 €, c'est charges comprises en plus. c'est un G aussi, énergie. Ouais, ouais. Après, je pense. Ok, bon, ben, en tout cas, il est pas cher. Il n'est pas cher du tout. Donc, il doit avoir un truc pour qu'il soit aussi peu cher par rapport aux autres, hein. Mais bon, ça va nous permettre de calculer en fonction de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 biens, un prix moyen au doigt mouillé, hein. Ça fait 8,76 plus 9,53 plus 6,21 plus 9,13 plus 9,70 plus 5,88. On divise par 6. Donc, en faisant la moyenne des loyers, des prix au mètre carré de ces 6 biens en location, on arrive à 8,20 € du mètre carré en moyenne. Tu as quand même pris le 5,88, ouais. Ouais, ouais. Oui, j'ai tout pris. Parce que, en fait, quand on fait de la location, il vaut mieux partir sur des tarifs un peu pessimistes plutôt qu'optimistes, parce que sinon, on risque d'être déçu. Donc, il vaut mieux envisager de louer pas cher que louer trop cher, parce que ça marche sur le papier. Mais le jour où on ne trouve pas de locataire, on peut retourner voir la banque en disant je me suis planté dans ma location, dans mes estimations, c'est pas bon. Donc, si on reprend l'appart de Marie, il fait 51 mètres carrés. 51 mètres carrés, si on lui applique le taux de 8,20 € du mètre carré, 51 fois 8,20, on arriverait à 418 € de loyer mensuel. Ça, c'est l'hypothèse basse parce que l'appartement me semble bien. Il faut voir où il se trouve, mais il me semble bien. Donc, à mon avis, on peut demander plus que ça. Parce que, qu'est-ce que j'ai en comparaison? Enfin, ça correspond à peu près. J'ai un 466 mètres carrés à 48 €. Alors, hypothèse basse, oui, on prend 8,20 € le mètre carré, ça fait 418,20 € de loyer mensuel. Maintenant, on va essayer avec 9 € du mètre carré. 9 fois 51, on arriverait à 459 €. Donc, malgré tout, pas des montants vertigineux, hein, de loyer mensuel. Donc, je pense qu'on peut partir sur un tarif moyen de 450 € du mètre carré hors charge, sachant qu'il faut ajouter 60 € de charge mensuelle. C'est un 3 pièces. On ne se trompe pas si on annonce 450 € de charge de loyer mensuel. Donc, sur cette base-là, si on refait les mêmes calculs, 450 € x 12, ça fait 5400 en loyer brut, 5400 divisé par 76 800, on arrive à un taux de rendement de 7% en loyer brut. Et en loyer net, il n'y a pas beaucoup de taxes, il n'y a pas beaucoup de taxes foncières. C'est un demi-mois de loyer. Ça fait 5400, on enlève toujours la gestion locative 10%, donc moins 540. Moins 270 € de charge de copropriété, on arrive à 4590 € de loyer annuel, 4500 net, hein, loyer net par mois, par an. Les 76 800 €, à mon avis, on peut les négocier à 75 000 sans trop de difficultés, voire à 78 000, à 70 000. Mais partons sur le prix affiché. Là, on est sûr que c'est vendu. Donc, 76 000, on va ajouter 8%. À moins de 100 000 €, j'ajoute 8% pour être sûr. Donc, plus 8%,
Ça fait 6 144 € des frais de notaire, 6 144. J'enregistre en même temps, comme ça je vous enverrai le replay pour pouvoir revoir si vous voulez, parce que comme j'aime bien montrer sur le tableau, écrire au fur et à mesure. Là, c'est plus compliqué parce que c'est que à l'oral. Ça nous fait donc un prix d'achat frais de notaire inclus de 82 944 €. Si on divise le loyer net 4 590 par le prix d'achat frais de notaire compris 82 944 €, on arrive à un loyer net, un rendement net de 5,5%. C'est net, avant impôt toujours, c'est toujours avant impôt. Hein. Et c'est un bon rendement. Si on compare avec la région parisienne, vous voyez, donc on fait la différence entre rendement brut et rendement net. Alors, vis-à-vis de ton client, Adeline, un client qui débute, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là en lui expliquant la différence entre rendement brut et rendement net, parce qu'après aussi le rendement net-net. Le rendement net-net, c'est après impôt, parce qu'il faut intégrer également ce que lui paye en impôt. Est-ce qu'il paye des impôts? Est-ce qu'il n'en paye pas? S'il paye des impôts, est-ce qu'il est imposé à 45% ou à 14% ou à 30%? Ça va évidemment avoir une influence. Mais de toute façon, il y restera de toute façon plus qu'à la banque. Ça, c'est sûr. OK? Si on compare un rendement de 5,5% par rapport à ce qu'on peut trouver en région parisienne, par exemple, en région parisienne, on arrive à des rendements de 1 à 4%. 4%, c'est énorme. Hein. À Strasbourg, Lyon, Marseille, on arrive à des rendements de 3 à 7%. Et à Mulhouse, Perpignan, Limoges, Saint-Étienne, Brest, Béziers, les villes qu'on dit sinistrées au niveau du prix de l'immobilier, on arrive à des rendements de 6 à 10%. Maintenant, des Villers, Lautenbach, on n'est pas à Mulhouse. Hein. Ce n'est pas des villes sinistrées. Les villes autour de Mulhouse offrent moins de rendement que Mulhouse intramuros, parce que les gens qui ont du pognon vont s'installer plus en dehors de Mulhouse que dans Mulhouse. Donc, si on prend toute la périphérie de Mulhouse, tous les villages autour de Mulhouse, toutes les villes autour de Mulhouse proposent des biens à la vente beaucoup plus chers qu'à Mulhouse. Et c'est pareil pour Lautenbach. Donc, un rendement de 5,5% net, d'accord, c'est un bon rendement. Donc, ça, c'est les explications purement chiffrées. D'accord. Alors, avec les explications purement chiffrées, on n'est pas forcément plus avancé parce que le client, ça, c'est des informations qu'il peut également trouver sur Internet. Hein. Mais par contre, il faut vraiment décortiquer sa recherche parce que tous les conseils que tu vas lui donner jusque-là, ce que je vous ai expliqué, ça ne rapporte rien du tout. C'est-à-dire qu'il va dire « Ah ben merci, je vais aller voir ma banque. » Et là, la banque, il vous dira bah, « Écoutez, on a quelque chose de mieux, on va vous proposer un investissement dans le neuf qui va vous permettre de payer moins d'impôts. » Donc, par exemple, un investissement en loi Pinel, et puis tu ne vas jamais le revoir. Mais ce n'est pas grave. Tu auras appris. Mais tu vois, à partir de là, le mandat de recherche est sans intérêt. À quoi sert un mandat de recherche? Un mandat de recherche a deux fonctions, une officielle et une officieuse. Là, je deviens bon, là. Deux fonctions. Je prends des notes en même temps parce que du coup, je vais en faire une formation. Ça sera plus sympa de la faire sur un paperboard. Si là, j'avais un paperboard, je pourrais, mais je n'ai pas de paperboard chez moi. J'aurais dû l'emmener, mais je n'avais pas prévu de faire des formations en ligne. Donc, deux fonctions. La fonction officielle du mandat de recherche. D'abord, la fonction officielle, c'est que le mandat de recherche va vous permettre d'être mandaté par un acquéreur potentiel pour aller démarcher des clients vendeurs qui ne vous ont pas confié de mandat de vente. Non, non, madame Adeline, on a mis agence abstenir, on ne veut pas entendre parler de vous. Et toi, tu lui dis, ouais, mais vous n'avez rien à signer. Moi, j'ai un mandat de recherche qui a été signé par mon client. Vous n'avez rien à signer et le mandat de recherche vous couvre pour faire des visites parce que du coup, vous êtes assuré. Sans mandat, vous ne pouvez pas emmener quelqu'un faire des visites parce que vous n'êtes pas assuré. Donc, le mandat de recherche vous permet de solliciter des particuliers qui vendent des biens sans avoir besoin de leur faire signer quoi que ce soit. Parce que
Ils vont vous dire, ouais, mais vous êtes la 15e agence qui m'appelle, ils ont tous des clients, allez vous faire cuire un œuf ailleurs. D'accord, c'est poli. Alors que si vous avez un mandat de recherche, vous dites, mais c'est pas grave, moi j'ai un mandat de recherche, vous n'avez rien à signer, je viens avec mon visiteur, on repart et ce que je vous demande, c'est juste de vous faire visiter votre bien. Toutes les agences ont le même réflexe quand elles font la pige. Elles appellent des particuliers qui vendent une maison ou un appartement en indiquant et qui indiquent agence s'abstenir. Les agences appellent en disant oui, j'ai bien vu, c'est écrit agence s'abstenir, mais moi j'ai un client pour vous. Et c'est comme ça que font 90% des agences. Et c'est du pipeau. Alors que quand tu as un mandat de recherche, ce n'est pas du pipeau. Tu n'as rien à vendre au vendeur, tu as un acquéreur et tu peux venir visiter un bien. Et c'est pour ça que je disais que le mandat de recherche n'est pas une bonne idée dans ce cadre-là, parce que potentiellement, tu vas trouver 500 biens qui vont pouvoir correspondre à un rendement de 5 à 6 ou 7% net et qui vont pouvoir intéresser ton client. C'est pour ça que ce qui est important de savoir, c'est quelles sont les démarches qu'il a déjà effectuées. Bon, s'il n'en a pas effectué du tout, OK. Mais c'est vertigineux parce qu'à partir du moment où tu commences à faire des recherches, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de biens qui peuvent correspondre. Qu'est-ce qui va, c'est une question à lui poser, qu'est-ce qui va lui permettre de prendre une décision? Parce que souvent, il ne se décide pas. Et plus il va avoir d'informations, moins il va arriver à se décider. Et donc, toi, tu auras fait tout ce travail pour rien, sauf pour te former et former Eric, Laurent et Mathias en même temps. Tous ceux qui verront la vidéo et ceux qui viendront à la prochaine formation. Donc, merci pour ça. La deuxième fonction du mandat de recherche, c'est une fonction officieuse. C'est-à-dire qu'officiellement, il ne sert pas à ça, mais c'est ce qu'on appelle la pige inversée. Et si vous avez commencé à regarder, la formation 90 jours pour réussir, ils expliquent ça très bien. La pige inversée consiste à se faire un stock d'acquéreurs potentiels, d'avoir des fiches d'acquéreurs et du coup de leur faire signer des mandats de recherche pour entrer en contact avec des vendeurs en leur disant bah, moi j'ai mon client acquéreur, vous n'avez pas besoin de me signer de mandat de vente. Et qu'est-ce qui se passe quand un particulier a un bien en vente depuis 15 jours? Pendant une semaine, il a été démarché que par des agences. Il a eu éventuellement un appel d'un acquéreur potentiel, mais qui lui a posé un lapin ou qui lui a dit écoutez, là, votre maison, vous vendez 250 000 euros. Si vous la vendez à 150 000, je viens. C'est véridique, hein, ça se passe comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, le vendeur est excédé, il ne veut pas entendre parler de toi. Par contre, à partir du moment où tu fais un stock d'acquéreurs, que tu as des mandats de recherche, ça te permet d'aller voir tous les vendeurs qui mettent agence à abstenir en justifiant que tu ne leur demandes rien, sauf d'ouvrir la maison pour faire une visite. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive souvent après. Ils ont signé des mandats simples avec des agences qui n'ont évidemment rien donné parce que les agences ont raconté n'importe quoi en disant qu'elles avaient des acquéreurs. Donc, c'est des vendeurs qui sont déçus, qui sont excédés. Et toi, tu viens, tu leur as rien demandé et tu viens, tu as déjà un acquéreur potentiel. Et du coup, ça permet de tisser un climat de confiance. Et un vendeur sur deux va te demander écoutez, moi, je voudrais bien que vous vendiez ma maison parce que les autres n'ont rien fait. Vous n'avez rien demandé, vous avez déjà un acquéreur potentiel. Comment on peut faire pour bosser ensemble? Voilà, ça c'est la version officieuse et ça fonctionne. C'est un vrai boulot, mais ça fonctionne vraiment. Rappelle-toi, c'est vrai que c'est toi qui as rencontré Marie parce qu'elle t'avait appelé, parce que toi, tu vendais un appartement. C'est ça? Et tu l'as fait venir parce qu'elle était sympa. Voilà. On ne t'entend pas? On t'entend pas? Ah oui, tu as coupé le micro, mais ouais. Hop. Je disais oui, c'est ça, ouais. Ok. Donc, en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on a des acquéreurs ou parce qu'on est les meilleurs que les gens vont accepter de nous recevoir. C'est d'abord parce qu'on est sympa, parce que le courant en passe. Il dit tiens, tu es un peu plus sympa que les autres, tu te la joues pas. Allez, passez me voir cet après-midi, mais j'ai que 5 minutes, mais allez passer, on verra. Donc, ça, c'est la pige inversée et c'est la fonction officieuse du mandat de recherche. Autrement, ça ne sert à rien. Ok.
Ok, d'accord. Question? Oui. Euh, donc quand tu dis que tu as un client acheteur ou acquéreur, euh, tu rencontres le client vendeur tout seul alors ou avec vraiment la personne, la personne qui recherche le bien? Alors, l'idéal, dans un premier temps, alors il y a deux possibilités, hein. Je repasse sur moi. Je cherche juste à ce que ça soit la vidéo, la personne qui parle qui arrive en avant. Galerie, affichage intervenant. Voilà. Normalement, si c'est moi qui parle, je passe devant. Non, c'est toujours Laurent. Alors, converser, non, c'est pas ça. Nommer animateur, permet d'enregistrer vidéo vedette. C'est toujours Laurent. Allez, je repasse en vedette. En vedette. Hop, voilà. Est-ce qu'il faut aller voir le vendeur d'abord ou est-ce qu'il faut y aller directement avec l'acquéreur? C'est toujours une question de discours et de transparence. Si le vendeur est d'accord pour que vous fassiez la visite d'abord, c'est mieux, ça vous permet déjà de repérer les lieux, de poser des questions, notamment la taxe foncière, les charges éventuellement, parce que tout n'est pas forcément dans l'annonce. Ça permettra de conforter si le bien correspond à la recherche de votre acquéreur. Première chose, surtout, ça permettra surtout que vous ayez des éléments que vous ne connaissez pas. Maintenant, si le vendeur dit, écoutez, non, vous n'avez qu'une chance, vous venez, c'est lundi à 18h, vous venez avec votre acquéreur et je ne vous signe rien, à ce moment-là, il faut prévenir l'acquéreur. Comme on a un mandat de recherche, on va visiter une maison, elle correspond à tous vos critères, j'ai fait une sélection, mais par contre, je ne l'ai jamais visitée. Donc, on va la découvrir ensemble. Okay, et à ce moment-là, ça marche aussi. Il faut toujours être transparent, les gens comprennent tout à partir du moment où on leur explique. Oui. Mm. Moi, par rapport au régime d'imposition, Oui. j'ai entendu, enfin, j'ai lu, voilà, que c'était une des questions, si on voulait faire de l'investissement locatif à laquelle qu'on devait se poser au départ, c'est quel régime d'imposition on emploie, en fait, pour que ce soit utile lorsqu'on veut s'intéresser à l'investissement locatif dans l'ancien. Et du coup, juste pour nous, est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes par rapport à ça pour après peut-être qu'on aille chercher des infos plus. Là, on rentre dans le très très technique et c'est pas pour les Ouais, débutants. Je vais vous faire d'accord. un rapide topo. Mais en Ouais. fait, quand on veut investir, moi j'ai commencé à investir il y a 24 ans. Mm. J'ai commencé à investir, je ne me suis pas posé la question parce que si on se pose trop de questions, on n'investit jamais. Parce qu'en Mm. fait, toutes les conditions ne sont jamais réunies. Par contre, on fait un Mm. choix. Ou Mm. j'investis dans l'ancien, ou j'investis dans l'ancien meublé, ou Mm. dans l'ancien nu, ou alors je fais du Airbnb, ou alors je fais, mais alors là, on rentre dans une autre catégorie. Et Airbnb, à l'heure actuelle, les recettes, c'est zéro avec le confinement, donc ce n'est pas une si bonne idée que ça. Mm. Ou alors je fais de la colocation, et tout ça, ça a une implication fiscale. Ah ouais, Ce ouais, qui ouais. est important, c'est surtout de démarrer. Parce que si on veut optimiser fiscalement, on le fait à partir du troisième ou du quatrième investissement. Au départ, ça va être un revenu supplémentaire, point. Ah, Sauf, il y a une oui. chose qui est importante à savoir, c'est que à partir du moment, j'ai peut-être une diapo là-dessus, parce qu'en fait, voilà, il y a toutes ces, j'ai plus le partage d'écran, hein. Allez, je le refais rapidement, le partage d'écran. Quand même, pour répondre à ta question, hein, mais pour t'expliquer qu'en fait, il ne faut pas rentrer dans ces détails avec ton client parce que tu t'en Mm. sortiras pas. Mm. Donc, partager l'écran. En termes d'investissement locatif, voilà, il y a la location nue, la location meublée, la colocation, la location courte durée, le neuf ou la défiscalisation. Le neuf, si on veut payer moins d'impôts, c'est une façon de payer moins d'impôts parce qu'il y a un aspect défiscalisation. Sauf qu'en contrepartie, le neuf, on va le payer beaucoup plus cher. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Sauf Ouais. dans certains cas, c'est Ouais. des gens qui veulent quelque chose de neuf de toute façon. Ils disent, moi, je veux quelque chose, je veux du neuf. Donc, tu sais que pendant 25 ans, ça restera neuf, tu n'auras pas de travaux.
À ce moment-là, c'est Ouais. valable. Mais il ne faut pas acheter Ouais. du neuf juste pour payer moins d'impôts parce qu'on va le surpayer. Oui. Il faut avoir une bonne raison d'acheter du neuf. Oui. Alors, Tu avais mis valorisation patrimoniale. Ça correspondait à quoi la diapo d'avant? Oui, patrimoniale, je valeur. ne l'ai pas dit exprès parce que Oui. ce n'est pas de Ah, d'accord. l'investissement, c'est pas de l'investissement, c'est pas le même type d'investissement. Mais c'en est D'accord. Ok. aussi. Mais alors, D'accord. autant en parler. Comme tu poses la question, parlons-en. Ouais. Quand on parle de location nue, location meublée, la colocation, la courte durée, du neuf avec la défiscalisation, on attend un rendement. On Ouais. veut que ça nous rapporte un maximum, sachant que de toute façon, on n'arrive jamais à avoir le maximum. Et par Ouais. expérience, je sais que quand tu proposes à quelqu'un d'avoir 5% de rendement net, il en voudra 6. Quand tu lui proposes 8, il en voudra 10. Quand tu lui proposes 10, il en voudra 12. Quand tu lui proposes 12, il en voudra 15. Résultat, il n'investira jamais. Mm. Ça, c'est la partie, c'est le côté humain. Donc, il faut le savoir. Ou alors, c'est pour ça que je te demandais comment tu connaissais ton client. Parce que si c'est quelqu'un de ta famille que tu connais bien, il va Mm. être plus à l'écoute ou pas, mais au moins, tu verras plus clair. Alors que là, Mm. il reçoit ton flyer, il se dit, tiens, je C'est ça. pourrais investir, Ouais. mais il n'est pas décidé, tu vois, donc c'est pas gagné. Mais Ouais. ça peut très bien fonctionner parce que si tu as un bon contact, tu as le sourire, tu Ouais. l'expliques bien, tu prends du temps avec lui, tu vas boire un café Mm. avec lui, ça Mm. peut vraiment faire pencher la balance. Il faut Mm. lui donner envie d'acheter à toi, Oui, indépendamment oui. de ce que tu lui proposes. Il faut qu'il achète du Ouais. Adeline et le Ouais. reste, on s'en fout. C'est vraiment ça notre métier. Ouais. Voilà. Et donc, le patrimonial, l'investissement patrimonial, c'est des gens, comme j'en entends parfois, qui disent, moi, je m'en fous combien ça me rapporte. Je m'en fous que ça me rapporte 3, 5, 10, 15%, sachant que Ouais. 15%, c'est très rare. Hein. Moi, ce que je veux, c'est acheter un bien, savoir qu'il ne va pas perdre de la valeur, par exemple dans le Reberg à Mulhouse. Dans le Ah oui. Reberg, même au plus fort de la immobilière, crise immobilière, hein, je relativise, c'est quand les prix baissaient, baissaient, baissaient. Les prix n'ont jamais baissé dans ce quartier-là à Mulhouse. D'accord? Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui dit, moi, ça me rapporte peu ou rien, mais je sais que j'ai acheté une maison ou un appartement qui ne perdra Ouais. jamais de valeur. Ouais. Ça, c'est Ouais. l'investissement patrimonial. J'en fais mon Ok. patrimoine. Quand il est payé, j'y habite ou je le transmets aux enfants ou je le laisse en location. Mais ce qui Ouais. m'importe, c'est le jour où je veux le revendre, je ne perdrai pas d'argent. D'accord. Ouais. Ça, c'est l'investissement patrimonial parce qu'il se revalorise chaque année. D'accord. C'est rarement le cas. Hein. Il y a des quartiers comme ça, certains quartiers à Strasbourg ou à Paris aussi. Tu sais que si tu achètes à Paris, il y a peu de chances que ton bien perde de la valeur. À Paris, les prix n'ont jamais baissé, Ok. même au cours des dernières années où les prix baissaient partout. Les 10 dernières années, à Paris, les prix ont grimpé de 40%. Ouais. Donc 40% en 10 ans, ce n'est pas très bon comme rendement. Mais néanmoins, les gens revendent plus cher que ce qu'ils ont acheté. Alors du coup, ils vont Ouais. dire, ah ouais, mais on va payer des impôts sur la plus-value. Donc tu vois, si on intègre l'aspect fiscal, de toute façon, ça ne marche jamais. Parce que les gens veulent gagner de l'argent, ils ne veulent pas payer d'impôts. La meilleure façon pour ne pas payer d'impôts, c'est de ne pas gagner d'argent. Or, les gens veulent gagner de l'argent. Donc de toute façon, les impôts, ils en payent. Donc ce qui est Ouais. important, c'est savoir s'il connaît sa tranche marginale d'imposition, juste savoir s'il la connaît pour qu'il ne soit pas tenté de faire de la défiscalisation dans le neuf. C'est tout. D'accord. Parce que l'idée, c'est que s'il achète du neuf juste pour payer moins d'impôts, le neuf, au lieu de payer un appartement 75 000 euros pour un 3 pièces à 51 mètres carrés comme celui que vend Marie, il va le Ouais. payer 180 000 euros pour Ouais. économiser 25 000 ou 30 000 euros d'impôts. Ouais. Mais même Ok. en enlevant l'impôt, il va encore le surpayer. Parce que le jour où il va le revendre à perte. Okay, Ouais. C'est c'est la clair. notion à comprendre et que les clients doivent comprendre si on veut leur vendre de l'ancien. Ouais. Ok. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante à connaître du point de vue des impôts. C'est vendre un bien avec des travaux. Pourquoi? S'il n'y a pas de travaux, il peut encaisser les loyers tout de suite. Okay, et ces loyers, il va les intégrer à ses revenus et payer des impôts sur le montant des loyers encaissés, sachant qu'il y a quand même une décote. Hein. Les impôts appliquent une décote et ne facturent pas des impôts sur la totalité des loyers. La Ouais. décote, quand tu démarres et que tu es au forfait, Ouais. c'est 30%. C'est-à-dire si tu encaisses 10 000 euros de loyer par an, les Ouais. impôts vont appliquer une décote de 30%, donc 3 000 euros, et tu vas payer des impôts uniquement sur 7 000 euros. Ouais. D'accord? Ouais. Maintenant,
Si tu fais des travaux, à ce moment-là, tu ne restes plus dans le forfait. Tu vas Oui, passer au réel en défiscalisant le montant des loyers. C'est-à-dire oui, que le montant des travaux va venir en déduction des loyers encaissés. Par oui, exemple, tu oui, encaisses oui. 10 000 euros de loyer par an, tu fais 10 000 euros de travaux que tu payes. Et ben, ces 10 000 euros de travaux, tu vas venir les déduire des loyers encaissés. Donc, c'est comme si tu Ok. avais encaissé 0 euros de loyer. Oui. Et mieux encore, le déficit est reportable. Ah oui, oui. C'est-à-dire pendant 10 ans. Comme on est dans un cas là où on disait à peu près 5 000 euros de loyer annuel pour un Oui, investissement dans 2 pièces, oui, s'il fait 20 000 euros de travaux, eh ben, il va déduire la première année, il va déduire 5 000 euros de travaux des 5 000 euros encaissés, il va lui rester oui, 15 000 euros à déduire. Donc oui, pendant 4 ans, chaque année, il va pouvoir défiscaliser ses loyers oui, parce qu'il va pouvoir en déduire les travaux qu'il a réalisés. oui, oui. Alors D'accord, maintenant, ok. alors ça fonctionne bien, mais pour Oui, un premier investissement, je le déconseille parce que si tu n'as d'accord. jamais fait de travaux, c'est vraiment prise de tête. C'est vraiment compliqué de gérer des travaux et à la Oui, fois faire des travaux. Et au lieu de louer ton appartement tout de suite, tu vas pouvoir le louer que dans 6 mois, donc tu vas déjà perdre 6 mois de loyer. oui, exactement, oui, oui, oui. Ça devient intéressant à partir du moment où où tu encaisses les loyers de plusieurs appartements qui te permettent d'entrer dans la catégorie de la fiscalisation au réel et plus au forfait. C'est-à-dire qu'au Oui, forfait, la d'accord. banque s'en fiche des travaux, elle déduit les impôts s'en fichent. Les impôts s'en fichent des travaux que tu as faits, ils déduisent 30% du montant des loyers encaissés. Oui. Là, je crois que c'est jusqu'à 23 000 euros par an, mais je ne veux pas dire de bêtises, je vais vérifier si c'est 23 000 ou si Ah c'est oui, 15 000. ok. Déficit foncier ancien. Générer du déficit foncier sur un appartement à rénover. Je vous invite à noter en même temps le site qui Oui, s'appelle immobilier-danger.com. oui, Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est les conseillers en immobilier et en financement. Il y a vraiment, c'est une mine d'informations ok. concernant notre métier, Oui, y compris pour l'investissement immobilier. La preuve, d'accord. c'est la première occurrence. Je fais une recherche déficit foncier dans l'ancien, et puis c'est le premier qui sort. Donc, vous pouvez Oui, aller fouiner là-dedans et trouver plein de choses intéressantes. Par exemple, tu vois, d'accord. la rentabilité d'un bien immobilier locatif dans 100 grandes villes françaises. Six Oui, choses avant de faire, six choses à faire avant de louer un logement à un locataire, etc., etc. ok. En quoi consiste le déficit foncier? Donc, on déduit les intérêts du prêt, à condition d'être au réel, les frais d'assurance emprunteur, le coût de l'assurance, les cotisations, les frais de gestion locative, il y a une liste. Certaines de ces dépenses sont déductibles de vos autres revenus imposables dans la limite de 10 700 € par an. Certaines de ces dépenses. On ne va pas rentrer dans les détails de l'imposition pour un premier investissement, parce que de toute façon, ça serait une usine à gaz. Mm. Alors, donc, cet article-là est intéressant, hein, parce que là, il dit à peu près tout au niveau des impôts. Je regarde le plafond, je vais chercher comme ça. Plafond Ouais. déficit foncier ancien. Ouais, alors 10 700, on peut déduire jusqu'à 10 700 € par an maximum. C'est pas ce que je veux savoir. C'est le plafond du loyer. Plafond loyer encaissé, déficit foncier ancien. Je veux savoir déficit foncier, exemple de défiscalisation. Il me semble le mécanisme du déficit, on peut l'appliquer à partir du moment où on est au réel, et on est au réel à partir d'un certain moment, soit par choix, soit à Mhm. partir du moment où on atteint un certain niveau de loyer annuel. Il me semble que c'est 23 000 € par an. D'accord, ok, à confirmer. Ok. Ouais, là, ils ne le disent pas. Et donc, ça veut dire que si tu encaisses suffisamment de loyer, ça vaut le coup de passer au réel pour Oui, bénéficier du déficit foncier et d'imputer le montant des travaux sur le montant des loyers encaissés. ouais, Mais
Mais effectivement, je suis en train de dire des bêtises. Mais pour le premier investissement, ce n'est pas important. Oui, En fait, ok. l'investissement immobilier locatif, c'est une mécanique. Oui, Il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut que ça ouais, corresponde à un objectif. Est-ce qu'il le fait pour avoir des revenus complémentaires, pour se créer ouais, du patrimoine, pour compléter sa retraite? Il y a il y a différentes approches. Ça peut être pour placer son argent qui lui rapporte plus qu'à la banque, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut que ça lui rapporte plus qu'à la banque? À la banque, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est pour financer les études de ses enfants? Il y a plein d'objectifs différents qui ouais, vont s'inscrire dans une durée, dans un environnement temporel différent. ouais. Si c'est pour financer les études de ses enfants dans 5 ans, ça ne va pas être la même chose que s'il a 20 ans devant lui. Voilà. Oui, d'accord. Voilà pour la partie impôt. Ce n'est pas la partie la plus simple, mais encore une fois, pour le premier investissement, ce n'est pas important, sauf s'il est Ouais, imposé à 45% d'impôt, qui est le taux maximum, auquel cas, effectivement, s'il paye 45% d'impôt, ouais, ça veut dire que sur 10 000 euros de loyer encaissé, il reverse 45% aux impôts. Bon, sachant que de toute façon, non, ça ne sera pas sur les 10 000, il va déduire 30% qui vont être la déduction forfaitaire des impôts, et donc il va payer 45% d'impôts sur les 7 000 qui restent. ouais, Ce n'est pas le plus intéressant. Alors, c'est important quand on en encaisse beaucoup et en fonction de ce qu'on paye comme impôt, quoi. ouais, d'accord. Ok. Je ne sais pas combien d'impôts il paye, mais ouais. Peut-être qu'il est dans cette tranche-là, des 45%. Les 45%, je pense que quelqu'un qui a un salaire au-dessus de 1 500 euros et qui vit seul, il doit être dans cette tranche, là, non? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Non, non, non. Ok, je connais pas bien les tranches d'imposition. Non, non, bah, je ne les connais pas par cœur, mais barème de l'impôt 2020, je vais te dire, non, non, c'est de loin pas. Je sais qu'il vit seul en tous les cas. Ouais. Mais il a pas, ouais, il vit seul. Ouais. On Puis peut, il a pas, apparemment, il a pas d'enfant. voilà, quelqu'un qui gagne moins de 10 000 euros par an paye 0% d'impôt, d'accord? Oui, d'accord. Quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, comme tu le disais, ça fait 18 000 euros par an, il est imposable à 11% parce qu'il est dans la Ouais, tranche d'accord, ok. de Non, bah alors 10 000 c'est à bon. 25 000 euros. Allez, je Ouais, partage mon ouais. écran, soyons fous. Hop. Partager l'écran. Voilà. Non, je pense, ouais. La tranche de revenus entre 25 et 73% correspond à 30% d'imposition. Donc, Ah oui, d'accord. Oh, j'étais. pour arriver à 45% d'imposition, il faut gagner plus de 157 000 euros par an, c'est-à-dire plus de 12 000 euros par mois. D'accord. C'est pas beaucoup, mais tout le monde ne les gagne pas. Non, c'est vrai. Donc voilà, et encore, c'est sur la tranche au-delà, hein, donc c'est-à-dire c'est pas 45% sur la totalité, c'est 45% au-delà de 157 000 euros. Bon, un couple qui travaille à deux dans la chimie à Bâle gagne plus que ça, hein, D'accord. mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Euh, Ok, voilà. super. Alors, il ne faut pas hésiter à aller faire des recherches sur Internet. Ouais. Par contre, il faut bien regarder les réponses. Il faut que ce soit des sites connus. Il ne faut pas que ce Ouais. soit des sites de gens qui contestent. Il ne faut pas que ce soit des sites de gilets jaunes qui disent on est contre les impôts. Voilà comment ça devrait être. Et du coup, toutes les informations sont biaisées. Il faut aller voir sur le site du gouvernement, mais des fois, c'est compliqué à lire. Ou alors sur des sites des magazines économiques, l'Express, Challenge, là, c'est valable, quoi. Merci. Donc, ça, c'était pour la partie impôt. Mandat de recherche, on en a parlé. Donc, on en revient. Donc là, tu as des notions. Ça fait beaucoup de choses, mais je vais vous envoyer le replay pour pouvoir réécouter si vous le souhaitez. Mais ce qui est important, c'est de pratiquer, vous amuser à faire des simulations, Ouais. prendre les quelques biens qu'on a vus qui rentrent dans cette catégorie. Donc, les biens vendus par la Fourmi Imo. Donc, il y a Rémi qui en a un, il y a Marie qui en a un. Oui. Virginie. Et Virginie Athias. et Virginie, voilà, Ouais. et vous amusez à partir de là à faire des simulations. Et ça pourrait tout à fait correspondre.
Si ça ne correspond pas, alors tu peux faire la simulation à partir de là. Si ça ne correspond pas à sa recherche, c'est que ou la recherche a été mal identifiée, ce qui peut arriver, Oui. ou Oui. alors c'est qu'il n'est pas décidé. Mais à ce Oui. moment-là, c'est savoir pourquoi. Oui. Donc, ce que tu peux faire, tu sais que tu peux télécharger les fiches PDF de chaque bien. Oui. Tu peux télécharger les fiches PDF de chaque bien et tu le préviens, tu dis écoutez, moi j'ai fait une recherche de biens qui pourraient correspondre à vos projets d'investissement. Je vous envoie les fiches, vous me dites ce que vous en pensez. Mais peut-être que c'est trop rapide, peut-être qu'il faut creuser encore la question avec lui. Ce qui est important, c'est connaître les critères de décision. Oui, oui, d'accord. Ouais, ça j'ai Et bien compris et là tu m'as donné des pistes. son Oui. urgence. Oui, oui, d'accord. Mais je pense que je vais le re-questionner sur le pourquoi, comme tu as Ouais. dit. Tu lui dis Entre que revenus complémentaires, retraite, placement à long terme, etc. etc. oui, bah, tu lui dis pour pouvoir affiner ma recherche, j'ai besoin de poser des questions complémentaires et Mm, il y répondra volontiers. Moi, mm. ce qui m'interpelle, c'est de savoir est-ce qu'il a déjà fait des recherches ou pas? Parce que s'il en a déjà fait, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé? Parce que si on cherche, on trouve forcément, hein. Mais Mm. l'erreur de beaucoup d'investisseurs débutants, c'est que souvent, ils ont du mal à se décider parce qu'ils sont frileux. C'est pour ça que je dis c'est un processus d'investissement. Oui, Sinon, il vaut mieux laisser son argent à la banque, on ne s'occupe de rien. Mais ouais, il y a aussi ceux qui sont trop gourmands. C'est comme oui, je disais, quand tu leur trouves quelque chose qui rapporte 5%, ils en veulent 6. Quand tu leur trouves quelque chose qui rapporte 8, ils veulent 10. Tu leur oui, proposes un bien qui rapporte 10, ils veulent 12. Et après tu leur proposes un bien qui rapporte 15, ils vont dire c'est pas normal que ça rapporte autant, il y a un loup. Donc, au final, on est toujours dans la négociation, hein, on est dans la oui, discussion. Il ne faut pas hésiter à poser des questions parce qu'il faut qu'on comprenne ce que les gens recherchent pour pouvoir leur proposer. Sinon, on ne leur propose rien. oui, 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 tout à fait. En tous les cas, merci parce que c'est déjà un sacré tour d'horizon. Ok. Les infos que tu as données aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire une. Enfin, je vais réussir à en faire une formation, mais en fait, j'envisageais de la faire en ligne pour le plus grand nombre lundi prochain, par exemple. Mais je n'ai Oui, pas ce paperboard, donc ou alors je refais un PowerPoint. Je vais voir ça entre aujourd'hui et demain, auquel cas je le mettrai sur le calendrier oui, pour refaire la même chose. Mais ce qu'on a fait là, mais avec des visuels, oui, oui, des visuels. oui, oui, Moi, je trouve ça pas mal déjà parce qu'il y a pas mal de notions que je connaissais pas, quoi, et que je oui, découvre. Donc, pour moi, c'est nouveau et c'est déjà très intéressant, quoi. Disons, pour dégrossir un peu le sujet, je trouve que c'est déjà bien. À mon niveau, j'ai appris déjà des choses, quoi. Ok. Ah, moi, je croyais que toi-même, tu étais investisseur. Non, tu n'as jamais investi Non, non, j'étais dans l'industrie, mais non, j'ai jamais été investisseur. D'accord. Ok. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Moi, j'ai Petite une question. question Pardon, Ouais. vas-y, vas-y, Laurent. concernant le mandat de recherche. Oui. Donc, en fait, il y a un seul type de mandat de recherche qui est un mandat de type exclusif. Oui. C'est bien ça. Et si le vendeur, enfin, si l'acquéreur souhaite trouver éventuellement par lui-même, il faut modifier ce mandat exclusif. Il Non. faut... Non. Non. Parce que, en fait, le mandat de recherche, je le répète, a deux fonctions, une fonction officielle et une fonction officieuse. Si quelqu'un te confie la recherche d'un bien et qui fait des recherches de son côté, il passera jamais par toi. Tu vas t'épuiser parce qu'au final, il va se dire, il va regarder comme toi sur le bon coin, et il va pouvoir trouver ce qu'il recherche. Alors, le mandat de recherche est intéressant pour visiter un bien particulier. Tu identifies un appartement ou une maison qui correspond à la recherche de ton client acquéreur. Si c'est toi qui fais la visite, il est obligé de passer par toi pour l'acheter. Donc, c'est forcément un mandat de recherche exclusif. Mais dedans, tu mets l'adresse pour tel bien situé à telle adresse. Et donc, le mandat de recherche n'est pas valable pour un autre bien automatiquement. Ça peut être un mandat de recherche général ou précis, mais il est forcément exclusif. Parce que quel est l'intérêt d'un particulier de passer par toi s'il n'a pas besoin de payer des honoraires? Tu veux dire que euh,
pour rebondir sur la question de Laurent, j'avais échangé avec Marie qui avait, elle, eu l'occasion de signer un mandat de recherche, je crois. Elle m'avait dit avoir pris conseil auprès de Pauline. Et donc, elles en étaient venues à faire une modification du mandat de recherche exclusif qui est dans la papeterie Oui, pour en faire un mandat simple, si, oui, si je ne me trompe pas, si j'ai oui. bien compris tout ce qu'elle m'a dit. D'accord. Et du coup, dans le cas où on modifie la papeterie, le mandat qui est en papeterie, on en fera un mandat simple, c'est-à-dire en rayant les termes exclusifs pour inscrire un mandat simple, etc. Euh, c'est pour toi un mandat qui ne servirait à rien. Enfin, surtout un particulier qui vendrait en direct avec qui on n'a pas signé de mandat de vente. Si on lui amène un client visiteur, notre visiteur peut très bien quand même acheter auprès du particulier. À ce moment-là, non. Mais comme le disait Laurent, c'est si l'acquéreur veut faire des recherches par lui-même. S'il veut faire des recherches par lui-même, quel est l'intérêt Oui, de passer par toi? Ça, c'est non, juste mais une oui, notion commerciale. Euh, oui, le point de vue juridique, je ne le connais pas. Je ne sais pas si on peut modifier un mandat en le passant d'exclusif à simple aussi facilement, mais ça, la réponse, c'est Pauline. Par oui, contre, c'est comme pour un mandat de vente. oui, Si vous signez un mandat de vente avec un client qui dit « moi, je veux me réserver la possibilité de vendre par moi-même et je vais passer une annonce sur le bon coin avec un mandat avec le prix net vendeur », pourquoi est-ce que les acquéreurs vous appelleraient vous alors que le particulier vend de son côté sans le montant des honoraires d'agence? oui, Donc, il vous fait de la concurrence dans un certain sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre pourquoi, pour un mandat de recherche, pourquoi est-ce que la personne passerait par vous. Je ne vois qu'une bonne raison, et à mon oui, avis c'est la seule, sauf si vous m'en donnez d'autres, c'est quelqu'un qui ne serait pas sur place. Quelqu'un qui dit, oui, moi j'habite Clermont-Ferrand, je m'installe à Mulhouse dans 6 mois, je ne peux pas faire de oui, recherche, est-ce que vous pouvez les faire pour moi? Et à ce moment-là, oui, c'est un mandat de recherche exclusif, parce que vous, au final, avec les critères qu'il va vous donner, vous allez pouvoir lui proposer des biens, mais il ne sera oui, jamais obligé de l'accepter. Et puis au final, on se rend compte que dans 50% des cas, les personnes achètent des biens qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils cherchaient au départ. oui, 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 Ils veulent un oui, ça c'est appartement, à la clair. fin, ils achètent une maison. Donc, vous avez fait des recherches en fonction de Oui, critères rationnels. Or, l'essentiel de la décision, ce n'est pas une décision rationnelle, c'est une décision émotionnelle. ouais, ça, je suis 90% de nos décisions sont basées sur les émotions. Donc, il faut le savoir, ça. Quand un client vous dit, moi, je veux une maison et je veux qu'elle soit comme ça, à tel endroit, à telle surface et tout, vous savez qu'une fois sur deux, de toute façon, ce n'est pas ce qu'il va acheter. Donc, soyez oui, détendu pour lui proposer des biens qui n'ont rien à voir, mais en connaissance de cause. Ils ont oui, écouté. J'ai une maison, alors le critère de prix, de localisation, ça c'est important. J'ai une maison, elle est dans vos critères de prix, elle est dans vos critères géographiques, par contre, elle n'a rien à voir avec ce que vous m'avez demandé, mais je pense que ça serait intéressant que vous veniez y jeter un coup d'œil. Et oui, souvent, ça permet de faire une vente, alors qu'ils te disent, mais je ne serais jamais venu si vous ne l'aviez pas proposé parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on cherchait. oui, Il faut le savoir, ça. oui, 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 Donc, c'est vrai. pareil, quand c'est un mandat de recherche, le but, ce n'est pas de s'épuiser à faire des recherches. Ça peut être une façon de lancer l'activité, effectivement, si ça permet de se constituer un portefeuille d'acquéreurs et Oui, de faire de la pige inversée en appelant les gens parce qu'on a un portefeuille oui, oui, d'acquéreurs. Pourquoi pas? C'est oui, une activité comme une autre. Mais ce n'est pas le mandat de recherche qui va, à tous les coups, vous permettre de faire des ventes. c'est clair. Oui, 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 Si vous en faites, tant mieux. oui, C'est oui, oui, bénéfique. on est d'accord. Oui, J'avais une petite question. À un moment donné, on a parlé de ma gestion locative et la question c'est quoi le principe de ma gestion locative? C'est une boîte qui s'occupe de gérer directement tous les biens qui seraient éventuellement à louer ou c'est quelque chose où on est un intermédiaire? Enfin, comment ça fonctionne puisque j'ai pas trop compris le principe. Alors, je t'invite. Alors, je partage mon écran. Hop. Partage d'écran. Tu avais vu l'annonce de David Bézu quand il en avait parlé dans une vidéo de présentation? Non, je n'ai pas eu cette annonce-là. Alors, elle existe toujours, mais peut-être que tu n'étais pas encore à la fourmi. Alors, sur ton back-office, Oui. tu vas. Sois toujours curieux de voir ce que tu peux y trouver. Va dans boîte à outils. Ouais.
boîte à outils. Et dans boîte à outils, tu as la Fourmi Academy avec un certain nombre de formations, Tactic Imo, tu as les formations Tactic Imo, l'ICI également. Dans la Fourmi Academy, tu as toutes les formations qu'on retrouve sur cette page. 90 jours pour réussir, ça c'est vraiment le moment pour regarder ces vidéos-là parce qu'après on n'aura plus le temps. Et c'est vraiment maintenant qu'on s'aime pour pouvoir redémarrer dès la fin du confinement notre activité. C'est maintenant qu'il faut les regarder. Et ma gestion locative, c'est, donc tu cliques, tu as tous les documents que tu as besoin, donc mode d'emploi. Et ensuite, je t'invite à regarder tous ces documents-là pour comprendre effectivement le service qu'ils proposent. La gestion locative, ça consiste non pas à chercher des locataires, ça consiste à gérer la présence des locataires dans un logement. C'est-à-dire encaisser les loyers, faire les décomptes de charges, établir les quittances de loyer et rendre compte aux propriétaires. Et ça, c'est le boulot le moins intéressant dans notre métier parce qu'il demande énormément de temps. Il demande à être présent pour répondre aux emmerdes parce qu'en fait, les locataires t'appellent que quand il y a des trucs qui ne vont pas. Et il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas s'emmerder avec ça. Donc, ils confient la gestion locative à une boîte qui est spécialisée. Donc, aujourd'hui, ils peuvent confier la gestion locative à la Fourmi Imo. Mais ce n'est pas toi qui vas faire la gestion. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le siège. Ça va être sous-traité à une entreprise qui s'appelle magestionlocative.com, dont c'est le métier. Eux ne font que ça. Et l'avantage, c'est que quand ils ont un propriétaire que tu leur as envoyé, parce que toi, du coup, tu deviens prescripteur. Le propriétaire est client de la Fourmi Imo et est client de ma gestion locative par ton intermédiaire. Donc, sur le montant des honoraires de ma gestion locative, tu vas toucher un revenu récurrent tous les trimestres que ma gestion locative va te reverser à toi. Enfin, va reverser à la Fourmi Imo qui va être reversée à toi. Et ma gestion locative étant en contact permanent avec le propriétaire, le jour où le propriétaire vend, ma gestion locative, c'est la première entreprise à être au courant. Et donc, elle va t'envoyer une alerte en disant « Votre propriétaire est vendeur ». Et du coup, c'est toi qui vas pouvoir être le premier à avoir l'information, aller voir ton propriétaire en disant « Comme je m'occupe de la gestion locative, si vous voulez, je peux m'occuper également de la vente. » Voilà. D'accord. Et la gestion locative dans une agence classique, ça coûte à peu près 10% du montant des sommes encaissées par mois. C'est-à-dire que si ton propriétaire encaisse 500 € de loyer, 50 € de charge, c'est 550 €. La gestion locative va lui être facturée 10%, c'est-à-dire 55 € par mois, donc le total des sommes encaissées. Il ne s'occupe de rien. Donc, c'est pas mal. Et ma gestion locative, comme c'est un service mutualisé au niveau national, au lieu de demander 10%, leur ticket d'entrée, je crois de tête, c'est à 7%. Avec un dégressif en fonction du volume par propriétaire. Si un propriétaire qui génère plus de 2000 € de loyer encaissé par mois, c'est-à-dire 4 appartements à 500 € par mois, par exemple, les honoraires de ma gestion locative tombent à 4,5%. Waouh! TTC. Génial. Ouais. C'est pour ça, quand je dis, quand on fait une simulation, on calcule 10% parce que qui peut le plus, peut le moins. Mais aujourd'hui, on a des solutions pour proposer moins. C'est tout bénef pour le client. D'accord. Et nous, en tant que prescripteurs, quel pourcentage nous revient concrètement? Le pourcentage qui nous revient, c'est 15% du montant des honoraires encaissés par ma gestion locative. Donc, sur un loyer de 500, un loyer plus charge de 550 € par mois. Ma gestion locative qui va facturer, allez, on va faire simple, elle va facturer 5% si le même propriétaire a plusieurs biens. Donc 5%, je vais faire le calcul. 550 fois 5%, ça va faire 27,50 € par mois. Toi, tu vas toucher 15% des 27,50 € par mois. Donc, ce n'est pas grand-chose. Ouais. Mais c'est intéressant quand on a un parc locatif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu peux rencontrer de multiples propriétaires investisseurs. Ce n'est pas avec un que tu vas gagner ta vie, mais si tu en as 100, parce qu'il y a des propriétaires régulièrement qui vendent des immeubles dans lesquels ils ont 5 appartements. Ça fait déjà 5 appartements, 5 fois 550 € par mois. Donc déjà, là, les 27,50 € que tu vas toucher, tu les multiplies par 5. Donc, tu touches déjà 130 € fois 5, 137 € par mois avec un propriétaire et un immeuble, tu vois.
Donc, c'est les petits fleuves, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. J'allais dire les petits fleuves qui font les grands ruisseaux, mais ça ne marchait pas. Et donc, c'est en multipliant les petites sources de revenus comme ça que tu arrives à te créer un matelas confortable qui n'est jamais remis à zéro parce que, en fait, si tu as dans ton portefeuille 10 clients qui ont chacun 5 appartements en location tous les mois, donc on multiplie encore par 10 parce que là, j'ai fait l'exemple avec un propriétaire qui a 5 appartements. Si tu as 10 propriétaires qui ont 5 appartements, tu multiplies par 10, tu arrives à 1 300 € par mois sans rien faire. Ça tombe tout seul tous les mois. Et surtout, donc là, c'est sur un total de 50 appartements. Surtout, 50 appartements, ils ne seront jamais vides tous en même temps. C'est-à-dire que tu assures vraiment une récurrence dans ton revenu de prescripteur. En plus, évidemment, de la transaction. Hein, et en plus des revenus réseau. C'est super intéressant. Et du coup, notre rôle, c'est quoi? C'est juste de la recommandation? C'est trouver les clients? Quel est notre rôle dans cette équation-là? C'est deux choses différentes. Trouver les locataires, c'est un autre métier. Là, on a un bail de location pour trouver le locataire. Parce qu'on peut très bien trouver un locataire et le propriétaire peut très bien choisir de faire la gestion lui-même. Il ne veut pas déléguer la gestion, il veut économiser ses 5 ou 10%. A contrario, tu peux très bien trouver un propriétaire qui a déjà des locataires, donc tu n'as pas besoin de les chercher, les locataires, mais par contre, il ne veut pas s'occuper de la gestion mensuelle, de l'encaissement, des décomptes de charges et tout. Et donc, toi, tu es prescripteur, tu signes un contrat avec ma gestion locative et c'est ma gestion locative qui va s'occuper de tout et toi, tu seras intervenu en tant que prescripteur. Tu as un contrat individuel avec ma gestion locative. Il y a un contrat cadre de la fourmi IMO avec ma gestion locative et un contrat individuel agent par agent, ceux qui cherchent des clients qui ont besoin de gestion locative. Et donc, tu as un contrat individuel en plus. Et donc, les deux choses sont différentes. Quand tu cherches un locataire, tu es rémunéré pour chercher un locataire grâce à un bail de location. Et pour la gestion locative, tu es payé sur la base de la gestion locative. Ok, d'accord. Ça marche. C'est plus clair pour moi. Merci. Voilà. Est-ce que par rapport à la gestion locative, tu as des idées, des tarifs pratiqués par les concurrents, comme par exemple Guy Hockey, qui fait beaucoup de gestion locative là, dans le secteur du Florival? Est-ce qu'on sait un peu Non. comment il se situe? Non, mais ce que je sais, moi j'ai des appartements qui sont gérés par MH Immobilier à Cannes. Ils demandent 10%, même un peu D'accord. plus, hein, un peu plus de 10%. D'accord. Et ce n'est pas négociable, il n'y a pas de dégressif. Mais par contre, je leur ai confié, parce que j'ai des appartements qui sont juste à côté de leur agence, ils sont sur place. S'il y a une poubelle qui traîne dehors, bah, ils passent, ils la rentrent. Enfin, ça fait partie des petits services, quoi. Donc, ils demandent plus cher, mais ils s'occupent vraiment, y compris de vérifier que le ménage a été bien fait et tout ça. Ma gestion locative peut le faire aussi, mais ils ne sont pas sur place. Donc, ils ne voient pas quand le vent a renversé les poubelles sur le trottoir et que tout le monde s'en fiche. Tu vois. Donc, eux, tu peux leur demander de dépêcher. Ils travaillent avec des entreprises sous-traitantes locales qui vont une fois par semaine ou à la demande vérifier que tout soit en ordre. Quoi. Oui. Okay. Donc, les tarifs d'une agence classique, on est quand même plus proche des 10%. Mais encore une fois, il y a les propriétaires qui veulent confier la gestion locative à une société. Il y a ceux qui veulent s'en occuper eux-mêmes. Ce n'est pas une question de pourcentage. Il y en a qui considèrent qu'ils font tout mieux eux-mêmes. Et donc, moi, j'ai rencontré, parce que je fais partie d'un club d'investisseurs, j'ai rencontré un propriétaire qui gère lui-même 30 appartements à Mulhouse. Et en plus, il habite Strasbourg. Il est méprisant. Je dis, oh, mais tu n'as qu'à venir habiter à Mulhouse, parce qu'à chaque fois, je fais des allers-retours. Donc, il habite Strasbourg. Il a 30 appartements à Mulhouse. Il s'occupe de tout lui-même. C'est un boulot à temps complet. Il ne fait que ça. Mais il fait que ça. Et ça le fatigue. Je dis, mais si tu confiais la gestion locative à une société spécialisée, il dit, ah ouais, mais ça me coûterait. Je dis, ouais, mais tu disposerais de 100% de ton temps pour développer ton parc locatif ou pour partir en vacances. Parce que quand tu as 30 appartements qui te rapportent 500 € par mois, ça fait 15 000 € par mois à l'arrivée. Hein. Non, il veut s'occuper de tout lui-même. Alors ça, c'est des gens qui, pour moi, ne sont pas très intéressants parce que de toute façon, ils vont chercher à gratter centime par centime. Tu vois. Ceux qui sont intéressants sont ceux qui ont déjà de la gestion locative,
et qui se disent, bon, ben, si je peux économiser un petit peu, je vais le faire et au moins, je ne penserai pas à essayer de le faire moi-même. Pourquoi pas? C'est rarement le prix qui fait la différence, c'est surtout l'envie des personnes et c'est souvent basé sur l'envie est surtout basée sur ou des préjugés ou des expériences. Oui. S'il est convaincu que tu es la personne qui fait l'affaire, il passera par toi. Et en plus, tu es moins cher. Mais si tu es moins cher et que tu n'es pas à la hauteur, si tu veux, il va préférer payer plus cher. Tu vois. Le tarif, ce n'est pas la question. C'est comme quand on dit, oui, mais moi, dans mon secteur, il y a 4% immobilier. Donc, si moi, je demande 7% d'honoraires quand je fais de la vente, je ne passe pas. Non, ce n'est pas vrai. On arrive à passer avec des honoraires plus élevés dans la mesure où 4%, si ça fait 6 mois qu'ils ont un mandat, qu'ils ont fait 0 visite, les clients, au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils disent, ouais, mais les autres demandent 4%. Je peux leur répondre, mais oui, mais ils n'ont pas vendu. Donc, ils ont demandé 0. Ce n'est pas le pourcentage qui est déterminant. Et moi, je dis, à 4%, c'est normal qu'ils n'ont pas travaillé. Hein. Oui. Voilà. J'avais aussi éventuellement une petite question par rapport au SCPI. Oui. On a parlé au début, le revenu qui est versé par la SCPI, c'est comme un loyer que la personne qui l'a souscrit reçoit directement sur son compte, ou c'est genre une valeur immobilière qui augmente et après comme, je sais pas, des actions qu'il faudrait revendre? Les deux existent. Il y a les SCPI de rendement et les SCPI de revenus. Donc, de rendement ou de revenu, c'est la même chose, ou patrimonial. C'est-à-dire, c'est le même exemple qu'avant. Il y a des SCPI dont la valeur croît sans que tu touches de loyer. Il y a des SCPI qui te versent un revenu. Le revenu qu'elles te versent, ce sont des dividendes. Ça, c'est pas des revenus fonciers, c'est des dividendes. Donc, c'est comme des revenus d'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu achètes des parts d'une société qui encaisse des loyers. Donc, elle s'occupe déjà de la partie gestion locative, paiement des impôts sur les revenus fonciers. Et ensuite, ce qu'elle te reverse, c'est une part du bénéfice. Et donc, ce sont des dividendes. Et donc, les dividendes ne sont pas imposés de la même façon que les revenus fonciers. Mais bon, à peu de choses près, c'est les mêmes pourcentages. D'accord. Et les SCPI, ça reste intéressant à proposer à un client investisseur, ou est-ce que par rapport à quelque chose dans le dur, ce sera, est-ce que ça se compare à une location classique, ou est-ce que c'est pas du tout comparable? C'est pas du tout comparable. Toi, tu ne peux pas en proposer parce que c'est un autre métier. Il faut avoir la carte des gestionnaires de patrimoine, ce que nous n'avons pas et ce que nous ne sommes pas. Donc, nous, on ne peut pas proposer de SCPI. Par contre, dans le cadre d'un dialogue comme Adeline avec son client, elle peut toujours juste lui suggérer qu'avec les 60 000 euros d'apport, plutôt que les injecter en apport, il les place en SCPI, par exemple. Mais ça s'arrête là. C'est une idée. Nous, on n'a pas le droit de donner ce type de conseil et on n'est pas rémunéré de toute façon pour le faire. On n'a pas le droit. Mais c'est intéressant parce que l'un n'empêche pas l'autre. Les SCPI, on peut en acheter également un crédit, comme un crédit immobilier. On peut faire un crédit de 100 000 euros pour acheter pour 100 000 euros de SCPI qui vont rembourser le crédit à l'aide des dividendes qu'on va encaisser souvent trimestriellement, plus un complément payé par l'emprunteur. Et à la fin, il est propriétaire de 100 000 euros de SCPI. Tu vois. Donc, les deux sont possibles. Ce n'est pas la même philosophie. Les SCPI, tu t'occupes de rien. C'est comme un placement à la banque. Tu t'occupes de rien. Tu signes en bas d'un contrat et après, ça se passe tout seul. Donc, ça rapporte moins, mais parce qu'en fait, il y a les intermédiaires qui s'occupent de tout. Tu t'occupes de rien du tout. À la fin, tu as un revenu net. Tu pars en vacances, tu t'occupes de rien. Quand tu investis dans l'immobilier, quand tu investis dans la pierre et que quand tu investis dans la pierre, que tu pars en vacances parce que tu as suffisamment de loyers qui te le permettent et qu'à ce moment-là, il y a un dégât des eaux, il y a un locataire qui résilie son bail ou un locataire qui ne paye pas son loyer parce qu'il n'est pas content d'une façon ou d'une autre. Il est obligé de le payer, mais il ne le paye pas. Et toi, tu es en vacances pour un mois, et bien là, tu es emmerdé. Alors que si tu investis dans des SCPI, tout ça, c'est des choses qui ne rentrent pas du tout en considération. Okay. Mais c'est moins passionnant aussi. C'est sûr que c'est beaucoup plus vivant d'avoir de la pierre pour se constituer un patrimoine. Mais ça peut être rock'n'roll suivant les cas.
Il y a des propriétaires qui ont fait des mauvaises expériences et qui sont dégoûtés définitivement de l'investissement. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai processus. Ce n'est pas de l'investissement comme à la banque, c'est un processus qui doit correspondre à une réelle envie. C'est comme créer une entreprise. Parce que là, en face de nous, bien sûr, on a des loyers qui rentrent, mais on a surtout des humains. Il faut choisir le bon locataire. Il faut s'assurer qu'il paye son loyer. S'il ne paye pas, pourquoi il ne paye pas? Allô, bonjour, monsieur, madame les locataires, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se fâcher avec eux parce que sinon, c'est sûr, ils ne payeront pas. Ils vont attendre la trêve hivernale et pendant 6 mois, on ne pourra pas les faire sortir. Donc, on est dans l'humain. Donc, c'est une entreprise. Et les locataires, c'est un peu comme si c'était des clients. Ils doivent payer un loyer parce qu'ils occupent un endroit, mais s'ils ne payent pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il y a des propriétaires qui ont des déconvenus. À leur charge, il y a beaucoup de propriétaires aussi qui louent des taudis. Donc, ils louent des taudis et ça, pour moi, c'est intolérable. À partir du moment où on demande un loyer, on doit aussi offrir des conditions de vie décentes. On n'a pas le droit de demander à des gens de payer pour un taudis en disant « Ah oui, mais c'est ça, sinon ils n'auraient rien ». Je ne suis pas d'accord. Et ça, là, on est dans la philosophie, c'est autre chose. Mais c'est pas... il faut faire les choses correctement et quand on fait les choses correctement, on limite la casse. Voilà. Merci. Voilà. C'est vivant aussi quand c'est pas une vidéo. Parce que là, on est ensemble, même si c'est à distance. Moi, je vous vois, vous me voyez. On partage, on arrive à intervenir. Alors que si on est la même chose filmée, ça va être ça va pas forcément être intéressant à regarder, parce que ça va être figé. Alors bon, par contre, on peut accélérer et retourner au point comment il a fait pour calculer les loyers, tout ça, les rendements. Donc, moi, j'aime bien ce type de formation parce qu'en plus, c'est très fluide, ça fonctionne bien. Ce n'est pas toujours le cas. Quand l'image et les sons sont hachés, on ne peut rien faire, alors que là, ça fonctionne bien. Ouais. Vraiment bien.